Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, nouvelle vidéo hebdo consacrée. On va faire donc ici les bons du trésor américain, on va parler un petit peu macro, les indices, et ensuite on va se projeter sur quelques actions. Et au gré de toute cette analyse, je vous donne un petit peu mon sentiment de marché. Alors ce qu'on peut faire, c'est un petit peu commencer déjà par nettoyer les affaires. Alors, on n'a pas eu grand-chose d'un point de vue macro, rien n'a changé, hein, d'un point de vue macro. On a juste eu les minus de la Fed mercredi, mais qui ont été complètement éclipsés par les résultats de Nvidia. Mais globalement, on n'a rien appris de nouveau. C'est en gros, on a un petit peu d'inflation qui repart. C'est pas bien méchant, mais ça repart un petit peu. Bref, c'est surtout l'idée que la désinflation, on en avait déjà parlé, le gros de la désinflation a déjà eu lieu. Donc maintenant, bah, ça va continuer éventuellement après des petites remontées. Vous pouvez avoir des petites remontées et vous continuez dans un trend descendant. Et ce que l'on va surtout regarder au-delà de l'inflation, pour moi, c'est la santé du consommateur, donc tout ce qui va être PMI, etc. Et ensuite, on regardera aussi le chômage, mais essentiellement donc les ventes de détail. Les ventes de détail, on a vu pour janvier, étaient ressorties un petit peu en deçà, mais en gros, si vous voulez, il y a un moment donné où le marché se dit l'économie va pas bien, chouette, ils vont nous baisser les taux. L'inflation remonte, chouette, ils vont devoir garder les taux, etc. L'économie résiste, chouette. Au bout d'un moment, si vous voulez, dans le narratif, il va falloir qu'un certain nombre de choses évoluent. Et c'est ce dans quoi on est en train de rentrer. Parce que c'est bien beau d'acheter des valeurs de qualité, des valeurs rentables, etc. Et on le voit, euh, il y a quand même un gros côté hétérogène dans les résultats et on voit le marché qui fait vraiment un énorme tri. Et en fait, on a les bons élèves qui continuent de très bien délivrer et qui en fait continuent de favoriser la concentration. Je vous ai fait un article, j'ai pas eu le temps cette semaine de transformer les articles en vidéo, etc. Mais en gros, n'hésitez pas toujours à aller sur le site avec des chroniques. Je vous ai fait notamment quelques chroniques sur un certain nombre d'éléments qui pour moi seront importants sur l'année 2024. Parce que essentiellement là, on est dans, si vous voulez, je dirais le money time où on va se poser un certain nombre de questions maintenant, c'est-à-dire est-ce que le meilleur des mondes est derrière nous ou est-ce qu'il est encore à venir? Parce que la baisse des taux, c'est bien beau, mais je pars du principe que le marché a anticipé énormément et je pars du principe que même si on baisse les taux, au final, euh, on finira par le faire parce que soit l'économie ralentit, et donc ça veut dire qu'il faut se projeter à plusieurs mois avant la première baisse des taux effectifs, et cette baisse des taux-là, ça sera du 0,25, ou alors si on commence à baisser les taux de manière beaucoup plus rapide à du 0,05 voire du 0,75, il faut bien se dire que à côté de ça, il y a un gros problème économique qui vient de germer. Parce que toujours la même chose, si vous voulez, l'inflation continue de baisser, mais donc l'inflation est basse, mais les banques centrales n'ont pas commencé à baisser leurs taux. Donc on est dans des éléments contraignants pour l'économie et qui continuent de l'être. Et je vous rappelle, ce n'est pas parce qu'on baisse les taux que tout cela se gomme. Quand vous baissez les taux, de toute manière, il faut plusieurs mois avant que cette baisse des taux ait un impact sur l'économie et sur les acteurs. Donc en fait, vous, même quand on va décider de tiens, aujourd'hui on baisse les taux, il faudra plusieurs mois et donc vous resterez dans des conditions contraignantes. Là où il y a le paradoxe, c'est si vous avez l'inflation qui remonte, eh ben, et que vous baissez les taux, au final, en fait, vous facilitez les données financières. Donc, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on résiste à tout cela, non pas par magie, mais parce que les boîtes et les foyers ont été inondés de cash par les gouvernements, continuent de l'être. Alors maintenant, évidemment, on commence un petit peu à serrer la vis, etc. Mais il y a un certain nombre d'élections, et notamment aux États-Unis, donc c'est pas là où vous serrez la vis. Par contre, après ça, c'est là où il y a le quid, si vous voulez, entre les banques centrales qui baisseront les taux, mais à mon avis qui le feront de manière lissée et d'une manière lente, et les gouvernements qui vont serrer la ceinture. Alors ils vont pas serrer la ceinture sur tout, évidemment. On n'est pas en train de dire qu'on va faire des économies sur tout, mais voilà, je pense que c'est sur ça qu'il va falloir prendre des éléments, et donc petit à petit, le consommateur va finir par craquer et endurer. Et là, c'est là, à mon sens, où ça va être un petit peu plus compliqué pour les entreprises. Mais comme dans les années 90, pour celles et ceux qui ont un petit peu de mémoire ou qui fouillent dans les bouquins, comme moi, euh, en fait, vous pouvez très bien avoir un marché qui est très hétérogène. Il y a des secteurs d'activité qui s'en sortent très bien et des secteurs d'activité qui sont défoncés. Globalement, c'est le sentiment qu'on a sur les marchés aujourd'hui. Donc, la macro, ça va être un petit peu plus intéressant la semaine prochaine parce qu'en gros, maintenant, le gros des résultats sont passés. Nvidia, les résultats, je vais y revenir quand on regardera Nvidia.
Mais mon sentiment n'a pas changé sur cet aspect-là. C'est toujours la différence entre le marché et ce que joue le marché, le narratif que joue le marché, et ce que nous, et ce qu'derrière, ce qu'on peut projeter. Ce qu'on peut projeter, c'est globalement ce qui va se passer. Mais la problématique, c'est que vous avez toujours à avoir un delta entre ce que va penser le marché et petit à petit ce qui va lui mettre un doute. Mais tout ça, ça prend énormément de temps. Et plus le flux, plus la hausse est forte, et plus vous avez besoin de temps pour, en fait, lisser et pour, on va dire, fatiguer les acheteurs. C'est ce dont je vous dis souvent, c'est qu'une tendance haussière ne se retourne pas à la baisse du jour au lendemain, sauf météorite, Covid, etc., ou éléments comptables qui n'a pas été bien compté. Vous avez toujours quelque chose qui va se construire doucement avant de plonger subitement. Le plongeon subitement, en fait, si vous regardez toujours, 90% des cas, vous avez dégradé la tendance au fur et à mesure avant cela. De la même manière que l'exponentielle haussière, si vous regardez, vous avez construit votre tendance haussière au fur et à mesure avant cela. Ce n'est pas arrivé subitement. On peut le penser si vous voulez, mais regardez toujours, vous avez toujours une construction qui a été faite avant. Donc on s'intéresse aux taux maintenant, parce que les taux, ils n'ont pas été à la fête comme a été à la fête le marché boursier. Donc on nous parle sur la bourse, record sur record, très bien, mais là, nous, on continue, le marché obligataire continue de nous dire les taux remontent parce que j'ai un petit peu d'inflation, donc je suis bien en train d'acter que ma Fed ne va pas baisser les taux tout de suite, et le jour où elle les baissera pas énormément. Et si elle se met à les baisser énormément, subitement, c'est qu'il y a vraiment un problème, on a cassé un truc dans l'économie. On a fini par casser un truc dans l'économie. Avec crise de la dette, too big to fail, etc. Vous pouvez avoir des éléments sur les banques, etc. Donc il y a tout ça qui est à prendre en ligne de compte. Mais pour l'instant, pour moi, graphiquement, si je nettoie un petit peu ma chambre et mon graphique, un petit peu pour lisser les trucs, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de digérer la hausse des prix de l'obligataire ici. Donc, on est en train de digérer la baisse des taux, globalement. Euh, et donc, ici, ce que l'on a, c'est une remontée des taux, mais qui est pour moi temporaire. Et on est en train de créer la congestion. Si vous avez un truc qui casse par le bas ici, à ce moment-là, le marché va vraiment commencer à acter que l'inflation remonte. Donc certainement, ça voudra dire que le pétrole remonte. Peut-être on a un élément d'escalade vis-à-vis du Moyen-Orient, de la Russie, ce que vous voulez. Peu importe les conditions, mais en gros, on a un élément qui nous dit « Ok, il va y avoir un peu plus d'inflation ». Donc les taux vont rester élevés bien plus longtemps, même au-delà de ce qu'on a prévu, où on baisserait les taux à partir de juin, mai-juin éventuellement, voire septembre. Donc là, on poussera encore plus loin. Et vous avez besoin de casser ici par le bas. Ou au contraire, on continue un petit peu de zigzag ici et on finit par casser par le haut. Là, dans un premier temps, on applaudira, on se dira c'est chouette, ça veut dire qu'on a un certain nombre de données économiques qui nous permettent de penser que la Fed va vraiment baisser les taux. Et je partirai du principe que je pense qu'on a anticipé ce côté bullish-là déjà. Je pense que quand ça va vraiment se réaliser, le marché en fait anticipera plutôt que ça y est, on attaque vraiment du ralentissement économique. On ressortira le gros mot récession, etc. Bref, c'est pas parce qu'on aura une baisse des taux, si vous voulez, qui se fera derrière subitement, qu'il faut que le marché boursier, action, va applaudir des deux mains. Donc, en fait, le meilleur des deux mondes, et pourquoi la bourse est capable de battre record sur record et peut continuer, c'est en fait de surtout pas faire grand-chose. En fait, que l'on sorte par le haut ou par le bas de cette figure, ça pousserait certainement le marché boursier action à modifier son fusil d'épaule et à revaloriser. Tant que on est dans la construction ici, en fait, c'est le meilleur des mondes possibles, c'est pour les marchés. Donc ça, c'est ça que je regarde pour moi, c'est le jour où on sortira de la figure. Une fois que l'on a dit ça, il faut regarder l'euro-dollar. Parce que l'euro-dollar, c'est la même chose. On se retrouve pareil dans une figure de congestion. Ici, on voit, on a un petit retour sur l'Europe, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les Américains, au bout d'un moment, quand ils commencent à avoir peur que leur marché il est un petit peu survalorisé, ou c'est un petit peu cher, ou ils ont fait pas mal leur beurre sur les valeurs de croissance, et du coup, maintenant, il faut bien se réinvestir ailleurs. Qu'est-ce qu'on va chercher du défensif, de la santé, du télécom, etc. Ok, mais c'est encore moins cher quand on va chercher en Europe. Alors ils sont allés chercher au Japon, maintenant il y a éventuellement l'Europe, donc, mais quand vous achetez du tracker, etc.,
bah, vous aidez en fait tout ce petit monde à se concentrer aussi. Et donc l'Europe aussi est déjà concentrée et continuera certainement de la concentration, notamment sur l'aspect pharma. Et ce qui m'intéresse ici pour moi, c'est si on veut vraiment pousser la surperformance entre guillemets de l'Europe et des flux certainement qui reviendraient pas mal sur l'Europe. Alors après, les petites capes en toucheront un petit peu, etc. Ça se diffuse évidemment, mais c'est surtout les grosses qui vont récupérer. On a besoin de ce type de scénario-là. Et ça, c'est un scénario qui est favorable à de la surperformance, marché émergent, et je veux mettre l'Europe dedans. Donc là, déjà, on s'est bien remis dans une bonne congestion et on valide bien pour moi toujours la figure. La figure est encore large, mais donc on a des sous-vagues à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est un autre élément que je regarde. Autre élément que je regarde, c'est la Chine. Est-ce que ça redémarre? Est-ce que ça redémarre pas? Je regarde le cuivre pour ça. Ce qui m'intéresse sur le cuivre, c'est que pour moi, voilà, la situation n'a jamais été dramatique. On n'a jamais cassé par le bas. Là, ça aurait été une situation dramatique où j'aurais dit le marché joue absolument pas que la Chine va réussir son coup. Or, là, ce que l'on voit depuis quelques semaines, c'est que certes, les Chinois ont mis du temps, c'est-à-dire ils ont commencé à baisser les taux, à interdire la vente à découvert. Alors, ils n'ont pas interdit la vente à découvert, ils ont dit c'est interdit de vendre à découvert en début de séance et en fin de séance, et puis tous ceux qui vont vendre à découvert, on veut leur nom. Autant dire qu'en Chine, c'est comme si c'était interdit. Mais toujours est-il, moi je pense que c'est une mauvaise chose parce que ça enlève de la contrepartie, ça enlève le côté des rebonds qui peuvent être beaucoup plus forts parce que des vendeurs à découvert sont obligés de se racheter. Euh, donc pour moi, c'est en tant qu'investisseur, ça enlève une partie du marché quand même. Moi, j'ai rien contre les vendeurs à découvert, même au contraire, je les aime bien parce qu'ils permettent très souvent de booster un petit peu les cassures. Donc pour autant, le cuivre, pour moi, voilà, il dit la Chine, c'est pas ça encore, mais il y a quelque chose à jouer. Alors c'est sûr, ils ont énormément de dettes, ils ont une crise immobilière, etc. C'est pas un truc dont vous vous relevez du jour au lendemain. Si vous en relevez, n'oubliez pas que la Chine, potentiellement, c'est le Japon des années 90, démographie chancelante, bulle immobilière et compagnie. Bref, c'est un truc qui peut, soit ça casse, si vous voulez, d'un coup, d'un seul, et puis vous mettez comme le Japon 30 ans à vous en relever, ça, c'est un truc qui se fait, qui globalement va lisser dans le temps. Mais concrètement aussi, je rebondis là-dessus parce que l'on voit que quand vous baissez les taux, ça fait pas trop réagir les marchés. C'est quand le gouvernement commence à mettre les billets sur la table, à faire du déficit, c'est ça qui pousse les marchés. Et concrètement, ce que l'on a sur ces 20 dernières années qui permettent au marché de booster, on n'arrête pas de casser la pipe sur les banques centrales, c'est les gouvernements. C'est grâce au gouvernement et aux politiques de déficit et d'endettement, qui sont elles-mêmes grâce à la politique de taux bas des banques centrales, évidemment, sinon les gouvernements n'auraient pas les moyens de faire ce type de politique, tout est lié, bien entendu, mais c'est surtout les gouvernements qui permettent cela, et qui ont permis aussi l'inflation au passage. Donc c'est ça surtout pour moi qui m'intéresse. Donc à partir du moment où on va repasser au-dessus des 4 dollars, vous allez réentendre parler de la Chine, vous allez réentendre, et on n'a pas besoin d'un gros rebond sur la Chine, vous allez réentendre parler, surtout pour moi, des matières premières. Donc de la remontée du prix des matières premières, au moment de l'inflation, mais surtout, voilà, où on repart en inflation linéaire sur le prix des matières premières et le cuivre, et on va recommencer à parler des déficits de matières premières, notamment le cuivre en première ligne. Voilà, j'ai fait un exposé long pour répéter globalement les mêmes choses, mais voilà. Au niveau de l'or, du coup, on était venu chercher le support, on remet à chercher la résistance, on est en train de continuer à travailler le niveau. Pour moi, l'or, en gros, si ça part comme ça veut dire que le marché joue clairement que l'on continue la politique de la dette, du déficit, de la baisse des taux. Et que donc, il faut continuer de se protéger, de trouver des refuges contre la dévaluation des monnaies. Et à ce petit jeu-là, toutes les monnaies sont dévaluées. Mais est-ce que le dollar peut gagner par rapport à l'euro sur les prochains trimestres? C'est ça qui va permettre ensuite de faire bouger les lignes. L'argent, on a toujours besoin de cette cassure ici des 23,50 $. Tant qu'on n'arrive pas à casser ça, on ne se remet pas dans des dispositions pour casser par le haut. Et on le voit, les minières se font défoncer. Alors, mis à part une ou deux, globalement, l'ensemble du secteur se fait complètement défoncer et on part un petit peu en capitulation vendeuse sur la plupart du secteur. Donc, c'est pas le timing encore. Et chose intéressante sur les métaux, même chose, on voit que les résultats sont vendus, mais sont achetés dans la foulée. Alors on reste dans les tendances baissières, on n'est pas sur du moindre risque, on n'est pas
sur, voilà, se dire que ça y est, c'est parti sur les métaux et cetera. Non, non, la route est encore très longue, mais le premier signal, c'est que les résultats ne sont plus vendus. Alors ils sont vendus en première instance, ils sont rachetés dans la suite. En gros, quand le marché fait ça, c'est que le marché est en train de vous dire que le passé, c'est le passé et qu'en gros, on acte le bas de cycle, on acte que le pire est peut-être derrière nous et on essaye de se projeter sur l'avenir vers des rebonds des cours des métaux. Alors évidemment, si les cours des métaux ne rebondissent pas et continuent de s'enfoncer, inutile de vous dire que très rapidement, le marché se remettra à enfoncer le clou. Mais là, voilà, c'est ça qu'il faut voir un petit peu dans ces ventes et achats derrière de résultats. C'est l'idée justement de se dire que potentiellement, on va se mettre à jouer une remontée des métaux. Alors là aussi, il va falloir aller regarder derrière sur les futurs, parce que c'est des choses qui vont mettre du temps à se construire. Mais on en est là aujourd'hui. Quand on va regarder sur les indices, si vous n'avez pas les 10 actions qui fonctionnent, globalement, vous regardez les indices, vous regardez les journaux qui vous parlent de records, vous êtes dégoûté, vous êtes blasé, c'est normal, parce que vous ne battez pas des records. Mais c'est normal. On est dans un marché, si vous voulez, ou même si vous regardez sur YouTube et partout, on vous explique que de toute façon, il y a 10 valeurs à acheter, il faut acheter celle-là. Et évidemment, tous les mecs qui ont commencé il y a 3 ans, et ils vous expliquent combien ils sont en train de gagner, etc., en achetant de manière simple ça. Parfait. Mais la dynamique, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, quand vous prenez des exponentielles comme ça, il faut comprendre que vous allez avoir de la volatilité derrière. La problématique de la volatilité, c'est que c'est dangereux surtout pour celui qui ne s'y attend pas. C'est ça surtout qui est important. Donc quand j'ai un CAC 40 qui casse ici cette oblique et qui part en exponentielle, graphiquement parlant, c'est logique, c'est normal, on est dans le sens. Mais ce qu'il faut s'attendre, si vous voulez, c'est que c'est haussier point barre. Et tant qu'on va être au-dessus des 7007, on va rester haussier point barre. Ce qu'il faut s'attendre, c'est potentiellement qu'on ne continue pas en ligne droite et qu'on fasse un petit peu des zigzags un petit peu plus forts. On ne sait absolument rien. Je divague. Mais c'est ça, il ne faut pas se protéger contre la baisse globalement. Il faut se protéger contre la volatilité. Il faut se protéger contre les émotions que cette volatilité peut impacter sur notre portefeuille, sur nos décisions. C'est ça qui est important. Donc là, voilà, au niveau du CAC 40, c'est haussier point barre en exponentiel. N'oubliez jamais que les exponentielles peuvent durer bien plus longtemps que ce que vous pensez. Quels sont les objectifs? 8000 points, 8200. C'est les objectifs éventuels qu'on peut avoir. Et on peut les atteindre, si vous voulez, éventuellement en continuant à maximiser les valeurs qui vont faire également des exponentielles. Et tout cela, si vous voulez, dans un monde où on se dit que les résultats n'étaient pas si mauvais, etc., qu'éventuellement on va vers de la baisse des taux, donc on peut justifier tout cela éternellement. Et puis, dans 6 mois, on se reparle et le narratif aura peut-être changé et on expliquera pourquoi on était tombé sur la tête il y a 6 mois, etc., à payer des boîtes 10 fois leur chiffre d'affaires, 15 fois leur chiffre d'affaires, à appeler le PER désuet, à appeler l'endettement pas très grave, etc. Bref, c'est toujours la même histoire. C'est une question de narratif. Aujourd'hui, le narratif, c'est acheteur. Et si vous voulez, si je ne suis pas acheteur aujourd'hui et que je suis dans une profession où je dois comparer mes performances en permanence à mon petit copain parce qu'à la fin de l'année, je mets ma jolie brochure pour pouvoir gagner des clients, eh ben, je suis obligé de rentrer dans le train. Même si je trouve que le marché est cher, même si je me mets à acheter des trucs que j'aurais jamais achetés préalablement selon ma doctrine, on est poussé sur ça. Donc ne l'omettez jamais. Et donc aussi, n'omettez pas qu'on avait énormément de cash sur les côtés, que ce cash est en train de s'investir. Et petit à petit, voilà, il faut se dire aussi qu'on est plus proche de la fin que du début. Après, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. On ne sait pas jusqu'où ça peut durer. Donc moi, je pars du principe, en fait, que plutôt que de savoir quels seraient les points hauts potentiels, c'est surtout quel est mon support qui m'invalide et qui me fait dire, OK, on fait une pause. Pour moi, c'est une question ensuite de profil, d'horizon de temps. Ici, ce gap-là, ça va être pour un profil de court terme. Le jour où on repasse en dessous, on se dit, OK, on va prendre un petit peu de prise de recul. Mais pour moi, c'est surtout ce niveau des 7007 qui devient pivot dorénavant et support. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on reste haussier, achat sur repli. Le jour où on passe en dessous de ça, on se dira, OK, il y a peut-être une phase de temporisation. Comme disait Jesse Livermore, il y a un temps pour acheter, il y a un temps pour vendre, et puis il y a un temps pour partir pêcher les poissons. En gros, ne rien faire et ne même pas regarder les marchés ou de loin. Donc éventuellement, c'est ce qu'on fera quand on passera sous les 7007, ça sera ce type de période-là où le yo-yo sera pas forcément intéressant, autre que pour des day traders.
Quand on va regarder le Nasdaq, je vous fais pas un dessin, c'est haussier point barre en hausse exponentielle également. Là aussi, quelle peut être la résistance? Il y a pas de limite globalement. Moi, je pars du principe qu'on est sur résistance aux alentours des 18 000-18 100, mais sur résistance pour faire une petite conso et pour repartir, potentiellement, on peut absolument pas dire aujourd'hui que c'est le point haut et qu'on va se casser la gueule à partir de là. Oui, on peut le dire, vous avez une chance sur deux d'avoir raison, mais ça vaut rien. Donc, ce que l'on fait, c'est quel est mon support? Ben, mon support, c'est le gap qu'on a fait grâce à Nvidia. Tant que on est au-dessus de ce gap-là, je ne vois pas d'invalidation. Et derrière, je vais tracer mon oblique ici, je vais la projeter, donc 17 500 points, d'ici début mars, c'est mon niveau pivot. Le jour où on casse ça, je parlerai même pas de baisse, je parlerai de reprise de souffle, de consolidation, de zigzag qui nous permet de construire une figure, etc. Bref, d'une pause. À ce stade-là, c'est haussier point barre. Le haut du gap à 17 800 sert de support intermédiaire pour les courts termes. Et voilà, on part du principe que oui, c'est normal que toute tentative de vente va essayer d'être achetée. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est le jour où on ne fait plus des plus hauts, que les tentatives de vente sont achetées, mais que les achats n'arrivent plus à passer les résistances. Et là, ça va commencer à nous dire que les acheteurs sont toujours là et voient comme opportunité la moindre baisse pour acheter, mais ils sont de moins en moins forts. Et donc, ils s'usent, ils se fatiguent. Et quand ils seront suffisamment usés et fatigués, ils finiront par lâcher. Et ça, on aura le temps. On aura le temps globalement d'en reparler et de voir, d'attendre, de voir quelques chandeliers qui nous permettent d'anticiper ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais voilà, c'est se projeter sur qu'est-ce qui peut et visualiser comment ça peut arriver. Ça peut arriver de cette manière-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et il me manque le pétrole. Et le pétrole, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce que va nous faire le pétrole? Est-ce que le pétrole va nous faire une petite cassure par le haut, oh mon Dieu, l'inflation, etc. Ou est-ce que on se fait un oh mon Dieu, ralentissement économique, récession, en cassant par le bas? Donc on est partout sur les taux, l'euro-dollar, le pétrole, etc. On voit que tout ce qui est le mieux pour le marché, c'est quand on est coincé dans une figure et qu'on ne fait pas grand-chose, en tout cas très peu de volatilité. C'est d'idéal pour le marché. Par contre, dès qu'on va sortir dans un sens ou dans l'autre, c'est là où le narratif pour le marché et les revalorisations vont impacter. C'est là où on risque de retrouver plus de volatilité sur le marché. Donc, c'est pas nécessairement de se dire si ça monte, c'est la fin, etc. Si ça baisse, c'est la fin. C'est pour moi la volatilité. La volatilité qui poussera les marchés derrière à, à rejouer. Donc voilà pour cette vidéo, pour cette partie macro. Normalement, pour celles et ceux qui suivent depuis longtemps, il n'y a pas grand-chose de nouveau parce que mon but, si vous voulez, c'est de vous partager et de vous préparer aux choses. Et après, pour moi, il y a une grosse différence entre faire les hypothèses de travail et être prêt à l'inattendu et à ce qui peut se produire, et trader. Il faut bien faire la part des choses parce que l'anticipation, globalement, ça ne paye pas. Et j'en suis une bonne preuve également. Je vous le démontre aussi au quotidien, ou en tout cas depuis ce début d'année. C'est que voilà, il y a des bons scénarios si vous voulez, mais il faut attendre toujours le timing du marché. Et ce timing du marché, il peut mettre des semaines, voire des mois à se mettre en place. Donc c'est bien ça qui est important. N'oubliez pas de liker les vidéos, de mettre des pouces en l'air, ça fait super plaisir en tout cas, et puis ça motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier également. Dans la partie description, vous avez un lien pour vous inscrire, pour recevoir mes chroniques. Comme ça, également, voilà, vous êtes toujours au fait de tout ce que je peux faire et aussi de mon portefeuille, de ce que je pense et au quotidien, à chaud en tout cas, sur la séance. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, la partie consacrée aux actions.